No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever change without along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. When it gets close to the sun, the heat outgasses material, water vapor, carbon dioxide, dust, and produces a huge, very tenuous cloud. OK, il dit que lorsque la comète donc est proche du Soleil, la chaleur intense va faire sortir des gaz comme la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone qui est du CO2, puis de la poussière, et ce qui va créer un genre de grand nuage à l'extérieur de la comète, donc un genre de halo de lumière, si vous voulez, à l'extérieur de la comète. On continue. So you can't even see the nucleus inside. Il dit donc que quand ce fameux nuage plasmique-là de gaz qui sort du noyau principal de la comète, le noyau solide qui a juste 1000 plus ou moins de diamètre, eh bien quand ce nuage-là se produit lorsque la comète s'approche du Soleil, eh bien on ne voit plus de petits noyaux solides à l'intérieur. Je vais juste vous faire une question ici que vous devez vous poser. Ces comètes-là, selon les études de la NASA, ils ont des millions d'années, voire des milliards d'années, des centaines de millions d'années. Et c'est des comètes qu'on appelle périodiques. Une comète périodique, c'est-à-dire qu'elle va orbiter alentour de notre Soleil. Et comme Morrison le dit, ces comètes-là, dans la majorité du temps, sont très éloignées du Soleil. Et sont tellement froides, leur température descend presque au niveau du zéro absolu. Par contre, étant donné qu'elles sont périodiques, elles vont revenir à répétition proche du Soleil dans leur chemin, dans leur orbite. Et si on suppose qu'une comète s'est développée des millions d'années, eh bien, si une comète périodique, comme exemple la comète de Halley, elle a, je pense, c'est une périodicité de quelques centaines d'années, eh bien, donc, on va supposer qu'une comète a 2000 ans de périodicité. Eh bien, à chaque 2000 ans, la comète se rapproche du Soleil. Donc, je vais juste amener une question ici. Donc, Morrison dit que ça sort les gaz, et les gaz sortent et créent le fameux halo de nuages alentour de la comète. Il n'y a absolument rien de sorcier là-dedans, selon lui. Eh bien, comment serait-il qu'une comète périodique mettons qu'elle est passée 1000 fois proche du Soleil, à ce moment-là, la température, là, on parle de plusieurs milliers de degrés Kelvin dans certains cas, lorsqu'une comète passe très proche du Soleil. Mais à ce moment-là, l'eau, elle devait s'être évaporée dès la première visite de la comète proche du Soleil. Comment ça se fait qu'à toutes les fois qu'on voit ces comètes-là revenir, il y a encore une cupe, un halo qui se crée? Je veux dire, ça n'a aucun bon sens. Il faudrait qu'il y ait des petits nains dans le milieu de la comète ou quelque chose qui produit de la vapeur d'eau à partir de rien à l'infini. Parce qu'il y a toujours du gaz qui sort des comètes. Parce que les comètes périodiques, ils demeurent toujours une comète périodique. C'est-à-dire que la comète d'Halley, quand elle va se rapprocher de nous, elle va être encore vue comme une comète. Donc, il y a toujours des gaz qui sortent des comètes. Mais ces gaz-là, elle les prend nous. Je veux dire, elle ne peut pas l'inventer. Il faut que la matière soit quelque part.
Et pour vous expliquer un petit peu, puis ça c'est une question que j'amène ici, qu'est-ce qui se produit lorsque vous chauffez un matériel à très très haute température? Eh bien, il se produit un phénomène qu'on appelle en chimie, qui s'appelle la dissociation, excusez-moi, la dissociation moléculaire. On va vous montrer qu'est-ce que c'est. Donc, dissociation, chimie. Les atomes forment des molécules en mettant en commun 2 à 2 leurs électrons libres. Autrement dit, une molécule stable comme l'eau est balancée, elle a une valeur de charge égale à 0 parce que vous avez un atome qui est positif et un atome qui est négatif et les deux se combinant ensemble, eh bien, créent un atome qui est balancé à 0 de charge. Donc, H2O, vous avez l'oxygène a moins 2 comme charge quand on parle de l'oxygène atomique libre. Un atome d'oxygène libre a une charge de moins 2 et l'hydrogène atomique simple a une charge de plus 1. Donc, ça prend 2 hydrogènes, donc plus 2, pour neutraliser l'oxygène qui est à moins 2. Donc, on a une molécule qui est balancée à 0. Un ion, c'est que si on chauffe cette molécule-là de l'eau, si on y met une charge électrique, éventuellement, les atomes vont s'éloigner les unes des autres et l'atome va va perdre son électron qui va s'éloigner, va devenir un ion, donc va avoir une charge qui n'est plus égale à 0, mais va devenir un ion positif ou un ion négatif. La dissociation, qu'est-ce que c'est? C'est que vous prenez de l'eau, par exemple. Si je la chauffe à un niveau extrême, ben cette eau-là va se dissocier, c'est-à-dire que les atomes vont reprendre leur place normale, où il va y avoir un éloignement à tel point que le lien atomique qui lie ces atomes-là ensemble va être affaibli. Ce qui fait que si l'oxygène rencontre un atome de carbone et que l'atome de carbone vient plus proche de l'oxygène qu'elle était des hydrogènes, eh bien on va avoir la formation de nouvelles composantes comme le monoxyde de carbone qui est CO. Je vous explique ça rapidement, c'est de la chimie de base, mais cette dissociation-là, donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que la vapeur d'eau que David Morrison nous explique, ben, va se tourner éventuellement, elle va se dissocier, cette eau-là, cette vapeur d'eau ne peut pas rester en vapeur d'eau et bon dire que cette comète-là a de l'eau alentour d'elle. Non, non, ces molécules-là qui étaient de l'eau ou du CO2 deviennent des composés atomiques très fortement ionisés. Et il y a plusieurs composantes qui peuvent se mélanger. Vous allez avoir de l'eau qui va devenir en CO2. Vous allez avoir des composés avec de l'hydrogène, parce que l'hydrogène qui était contenu dans l'eau va se reformer en d'autres molécules. Mais cette dissociation-là, évidemment, se produit à haute température. Donc, vous avez ici un exemple de dissociation. Et c'est vraiment lorsqu'on chauffe vraiment un composé ou lorsqu'on le soumet à un très grand courant électrique. Et curieusement, et de façon très intéressante, lorsque le Soleil envoie des décharges coronales, mais ces décharges coronales-là sont chargées énormément d'électrons. Donc, c'est comme, si vous voulez, si on prend de l'eau, vous avez déjà entendu parler de l'électrolyse de l'eau. Mon ordinateur répond pas très rapidement. L'électrolyse de l'eau, à quoi ça consiste? C'est vous avez une électrode, une cathode, vous mettez de l'eau et sur la charge positive, à ce moment-là, vous allez avoir une dissociation de la molécule d'eau qui va se splitter, qui va se séparer en oxygène atomique. L'oxygène atomique se recombine pour faire de l'oxygène O2, l'oxygène qu'on a qui est contenu dans l'air, et vous allez avoir de l'hydrogène moléculaire qui va se créer au niveau de la cathode ou de la pôle négative. Pourquoi le négatif avec l'hydrogène? C'est parce que, comme je vous expliquais, l'hydrogène est positif, donc les contraires s'attirent. L'oxygène est négatif, donc elle va aller du côté de l'anode qui est positive. Et donc, on voit ici avec un simple courant, vous pouvez le faire avec un 6 volts, un petit transformateur, ça fonctionne bien.